où en août 1944, la ville va disparaître sous un tapis de bombes américaines. 80% de la ville intramuros va être... Même si Saint-Malo va être reconstruite de façon plutôt coquette. Bro, suggestion by my wonderful member, a fellow French comrade. Why do I say French? Because I'm partially French. Well, I explained that before, so I'm not really gonna explain that again. Unless I feel like it, maybe. All this music is copyrighted. If it is, then I'm just gonna remove it in my editor. But what are we reacting to today? C'est Alette, un petit port maritime appartenant à la tribu celte des Coriosolites, dont l'oppidum principal était à l'intérieur des terres du côté de Corseul. Alors, Alette n'était pas sur le site actuel de Saint-Malo, qui, à l'époque, comme vous le voyez derrière moi, était un peu plus isolé. C'était une île, c'était un rocher. Non, Alette était du côté de Saint-Servant, sur l'embouchure de la Rance, pour permettre de communiquer plus facilement le long de la rivière avec l'intérieur des terres. Et autour du IIIe siècle, eh bien, notre port d'Alette, devenu port gallo-romain après la conquête romaine, va s'entourer de remparts pour se protéger contre les invasions extérieures. Et de ces remparts, il en reste quelques vestiges qui sont parvenus jusqu'à nous, comme ici, derrière moi, ce petit bout de mur. Mais malheureusement, comme vous allez le voir par la suite de notre histoire, ce petit bout de mur n'a pas empêché les envahisseurs de détruire le port gallo-romain d'Alette. Ok. Malheureusement, les remparts d'Alette ne vont pas empêcher les envahisseurs de ravager la région, avec les Alains, les Saxons, mais aussi des Bretons, des Gallois qui fuient l'île de The island of Great Britain also invaded. Grande-Bretagne, elle aussi envahie par d'autres envahisseurs, et qui vont venir receltiser la Bretagne, l'Armorique, avec des prédicateurs qui vont introduire en Armorique un culte chrétien un petit peu particulier aux accents celtiques plutôt que catholiques romains. C'est le mythe fondateur des 7 saints de Bretagne, dont un est venu s'installer ici, à Alette. Enfin, pas à Alette, plutôt à Saint-Malo. Il s'appelait Malo, justement. Et il est venu s'installer un peu en ermite, sur le rocher, sur l'île qui allait devenir Saint-Malo. Il croyait être peinard à l'époque. Et comme vous le voyez, ce ne sera pas du tout le cas. I really hope this is not copyrighted. I'm praying this is not. Malo va accepter de venir. But really and truly, though, I will say if it is, I did find a way to kind of like circumvent copyrighted stuff. Which, if you're watching this and it is copyrighted, you're probably seeing how I did it. If it's not and it's regular, then congratulations. But if I have to do that, then I will do that. Évêque. Et c'est donc à Alette qu'on va construire une première cathédrale, la cathédrale Saint-Pierre, dont les vestiges sont ici derrière moi. Et oui, je sais, elle est un peu en ruine aujourd'hui, la cathédrale Saint-Pierre, mais attention les enfants, c'est pas de la quiche. Vous avez derrière moi le premier édifice chrétien de toute la région. Et puis comme je vous l'ai dit, Alette a pas mal morflé après, avec les invasions. Il faut dire. He's actually jogging around while everyone else is walking. Okay, that's comical. Durant tout le Moyen Âge, avec des invasions saxonnes, bretonnes, franques, vikings et même une invasion naturelle, le niveau de la basically invasions by Germans. Le port antique. Alors, les habitants d'Alette vont petit à petit migrer vers une hauteur plus protégée, le rocher de Saint-Malo, qui va prendre le dessus sur Alette. Et pour moi, le symbole de ce transfert de suprématie, d'autorité de Alette vers Saint-Malo, eh bien, il est ici derrière moi, avec la construction d'une nouvelle cathédrale à partir du XIIe siècle, la cathédrale Saint-Vincent.
Et la rivalité entre Saint-Malo et Saint-Servant, on va la retrouver au Moyen-Âge avec une autre rivalité, la guerre entre la France et l'Angleterre, où la Bretagne va se retrouver en première ligne et un petit peu coupée en deux. Hein. D'ailleurs, il faut dire quand même que depuis toujours, il y a un lien fort entre la Bretagne et la Grande-Bretagne. Ça, je vous en ai déjà parlé hein, dans nos à toutes Berzin consacrés à Brest, à Rennes, à Vitré, à Lannion ou à Vannes. Et ouais, il y en a déjà pas mal. Ça fait 5 ans que la chaîne existe. Hein. N'hésitez pas à vous abonner. D'ailleurs, je reprends. Donc, la Bretagne s'est toujours retrouvée en deux et était sous deux influences. Clairement, pour résumer, c'est un peu grossier, mais c'est un peu ça. À l'ouest de la péninsule, on est plutôt sous influence celte puis anglaise. Et à l'est de la péninsule, on est plutôt sous influence depuis toujours gallo-romaine puis française. Et bien ici, à Saint-Malo et à Saint-Servant, c'est pareil. Saint-Malo va plutôt avoir tendance à choisir le parti français, Saint-Servant va choisir le parti anglais. Du coup, pendant la guerre de 100 ans, alors que Saint-Malo renforce ses remparts pour se protéger, eh bien à Saint-Servant, on va faire édifier au XIVe siècle la sublime tour Solidor que vous avez ici derrière moi, qui surveille, comme toujours et depuis toujours, l'embouchure de la rivière, la Rance, mais aussi, il faut bien l'avouer, qui surveille surtout Saint-Malo. Et attention les amis, la tour Solidor, c'est pas de la quiche. Les fondations datent de l'époque romaine. Alright, again, doing the tactic of just let him talk for a bit and then speaking what I want to say instead of pausing in the middle of when he's speaking, because it seems like you guys more prefer that. Okay, so yeah, Brittany. Another thing about Brittany is a lot of people tend to really forget that Brittany, and this is why it's called Brittany, the Celtic people that fled from Britannia, they fled from the Anglo-Saxon invasion actually, and fled to what's now Brittany, and you know, named the place after their homeland, which is Britannia. Which is why I find it funny how English people love to say, no, we're British, like we're Britons. Well, they are British, the political term, yes, but they're not Britons, right? You know, they'll say, oh yeah, we're Britons, 100,000%. But if you really and truly look into the history of Britannia, a lot of people were fleeing when the Anglo-Saxons were invading, and the Anglo-Saxons are the people who would become the English people, right? So, and not only that, but Celtic culture, wherever the Anglo-Saxons had settled down in England, actually, Celtic culture just largely was either it was more or less replaced. It was anglicized, right? Okay, like it didn't flourish under Anglo-Saxon rule, right? Like Britannic culture didn't flourish under Anglo-Saxon rule. No, it came to the point where it either was anglicized, or when I say anglicized, I mean it just kind of, just not even kind of, just died out, right? A lot of the Celtic languages kind of was just, what the hell is the word? There's a word to describe what I'm trying to say, but I can't remember. Faulty memory, but it was basically just like set aside. Yeah, that's a synonymous word to describe the word I'm trying to remember, but it was literally just set aside for Anglo-Saxon Germanic culture, right? And it's funny because if you look at a lot of Anglo-Saxon like folklore, English folklore, and all that, like legends and all that fun stuff, right? Like King Arthur and all that jazz, a lot of that is very similar to other like Germanic, just German folklore when you really and truly like look at it, and that's not a coincidence. Okay, I'm not gonna talk much about this though. Maybe when I talk more about this in other videos, yeah, but point that out there because, like I said, I don't call English people Britons. I will always say this until the ends of the earth. Always.
Il faut dire que Saint-Malo était protégé par de puissants remparts dès sa création au XIIe siècle pour faire face aux envahisseurs, notamment d'un côté les Francs, ce qui est devenir le royaume de France, mais aussi de l'autre les Anglais, le royaume d'Angleterre, avec les Plantagenets qui, dès le XIIe siècle, avaient des revendications sur la Bretagne. Ainsi, la Bretagne va se retrouver un petit peu coincée entre les Anglais et les Français et va devoir se battre durant tout le Moyen-Âge pour conserver son indépendance. Mais bon, il y avait des remparts pour se défendre. Alors, au début de la guerre de 100 ans, c'est les Anglais qui prennent l'avantage. La France se prend dégelé sur dégelé, mais au final, à la sortie de cette guerre, tout le monde est perdant. Le royaume d'Angleterre est affaibli, le royaume de France est affaibli lui aussi, et c'est finalement le duché de Bretagne qui va renforcer son autonomie. La Bretagne qui s'est associée de temps en temps aux Anglais, de temps en temps aux Français, mais finalement il rêvait d'autonomie et pourquoi pas d'indépendance. Ni anglais, ni français, breton. Pourquoi ce duché de Bretagne ne deviendrait-il pas un pays au même titre que la France et l'Angleterre? Et ainsi, au XVe et XVIe siècle, la Bretagne va connaître un âge d'or incroyable qui va la faire rêver de devenir un pays indépendant et souverain. Et pour moi, à Saint-Malo, le symbole de cette opulence, de cette puissance, de cette richesse de la Bretagne au XVe et XVIe siècle, il est derrière moi avec la construction au début du XVe siècle du château de Saint-Malo. Château construit par le duc de Bretagne pour surveiller son port, sa ville, mais aussi le Sillon. Le Sillon qui était le seul accès terrestre à Saint-Malo et encore par marée basse. Château de Saint-Malo qui aujourd'hui est devenu l'hôtel de ville. Enfin voilà, c'est depuis toujours le siège du pouvoir temporel, l'autorité de la ville. And you know, I heard actually that there's kind of like separatist movements in France with the subgroups, and I heard that regarding Brittany actually, that the Celtic language and culture was dying, right? Kind of just being Frankified completely, and that there were talks to try and stop that. But I did hear, I'm not sure how much this is true, but I wouldn't be too shocked if this is completely true, that France tries everything to suppress these separatist movements that are trying to get places like Brittany, Occitania, if I'm pronouncing that correctly, all those other places to be independent and be their own countries away from France. And considering French history, I really wouldn't doubt if that's the case. But I have been seeing more and more stuff on Brittany and the fact that the indigenous, not really indigenous because they're not really indigenous. Well, yeah, they're Celtic people, so they are indigenous. But the indigenous Celtic stuff is dying out in layman's terms because it's becoming too French. But if you know more details on that, you can enlighten me and tell me what the heck is going on. Notre petit port de pêche de Saint-Malo que vous avez derrière moi, bien protégé par ses remparts, bien protégé par son château, bien protégé par son sillon, eh bien lui aussi, il va connaître un âge d'or. Un âge d'or autour du commerce du textile. Le drap, le chanvre, le lin, qui d'ailleurs va faire la fortune de toute la Bretagne à l'époque, mais aussi la pêche. La pêche à la morue, du côté de Terre-Neuve, sur les bancs, vers le Canada, tout ça va faire la fortune et l'opulence de Saint-Malo, même après le rattachement du duché de Bretagne à la France au XVIe siècle. Moins d'autonomie pour la Bretagne, mais toujours autant de richesse pour Saint-Malo. Témoignage de cet âge d'or, l'impressionnante entrée principale de la ville que vous avez derrière moi, la Grande Porte, qui date de la fin du XVIe siècle. Et oui, à l'époque, l'entrée principale de la ville, c'était pas la porte Saint-Vincent, qui date du XVIIIe siècle, c'était pas non plus le sillon, qui était fermé par le château, je vous rappelle que Saint-Malo, c'était une île, mais c'était bien cette grande porte qui donnait sur le port. Et oui, ce qui a fait Saint-Malo, c'est pas la route, c'est la mer.
Et un des marins les plus célèbres de Saint-Malo, c'est évidemment Jacques Cartier, natif de Saint-Malo, qui était parti pêcher la morue du côté de Terre-Neuve, du côté du Canada, et qui donc connaissait bien les côtes du Canada. Voilà pourquoi c'est lui qui sera choisi en 1534 par François Ier pour aller découvrir et explorer le Canada. Et voilà pourquoi c'est lui qui recevra le titre de découvreur du Canada. C'est quand même assez classe. Et ben, Jacques Cartier, il habitait ici, derrière moi, dans une ancienne ferme qu'il a transformée en manoir, le manoir de Limoilou. Manoir qui aujourd'hui est devenu un musée, le musée Jacques Cartier, et qui raconte les expéditions maritimes de notre fier Malouin. En plus, ça raconte aussi la vie des Malouins durant la Renaissance. C'est tout à fait passionnant. En plus, pour moi, ce manoir de Limoilou, eh bien, c'est un peu l'ancêtre des Malouinières. Vous savez, ces fameux manoirs des riches négociants, armateurs et navigateurs malouins qu'on appelait les messieurs de Saint-Malo. La première des Malouinières, quelque part, le manoir de Limoilou. Eh oui, le manoir de Limoilou, c'est la première des Malouinières et c'est l'esprit de la Renaissance. Fini la guerre de 100 ans, fini les guerres de succession de Bretagne, les habitants, les riches habitants de Saint-Malo peuvent enfin respirer, sortir de leurs remparts pour aller acquérir des terres et des propriétés un petit peu plus paisibles, bucoliques et champêtres, avec vue mer. Et il y a un objet très émouvant dans le musée Jacques Cartier de Saint-Malo, c'est une copie du plus vieux globe terrestre connu, celui de Martin Berheim, qui date de 1492. Il est là. Et ce globe terrestre, c'est pas de la quiche, les enfants, hein. Ça a inspiré tous les grands navigateurs, Christophe Colomb, etc. 1492, c'est contemporain. Et quand on le regarde, c'est super touchant parce que regardez, il y a une petite molette pour le manipuler. Vous voyez, là, on part d'Europe, hein, voilà, donc là, il y a l'Espagne, il y a le Portugal, les Français, ils vont partir un peu plus tard, ils partent découvrir le Nouveau Monde, pas du tout, regardez, il n'existe pas, le Nouveau Monde. À l'époque, les mecs... Wow, that's so... Wow, that's crazy, the oldest known globe, and we see that the New World is not there. That's so just mind-boggling, like what they thought was beyond the seas. Wow, I mean, see, wow, I don't know, I'm made me speechless, I can't lie. La route des Indes. And they thought that they would discover India. Bro, look at what, hold on a second. Look at that, that's what they thought India, what? They thought all of that was India. Oh my goodness! J'ai découvert la route des Indes par l'ouest. Voilà, faudra attendre un peu plus tard pour qu'on se dise ah mais non en fait on a découvert un nouveau monde, hein, avec des gens comme Magellan, avec évidemment notre Jacques Cartier pour le Canada parce que les Français vont aussi s'y mettre. Un peu en retard, hein, 40 ans de retard les Français. Saint-Malo, à l'époque moderne, c'est la capitale des corsaires. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, en gros, sous Louis XIV, eh ben, le roi Soleil, il va se retrouver en guerre contre à peu près toute l'Europe. Du coup, ça va niquer les débouchés économiques et commerciaux pour nos armateurs de Saint-Malo, qui alors vont se tourner vers une autre activité, la course, c'est-à-dire armer des navires pour attaquer les ennemis de la France quand elle était en guerre. Et c'est là que Saint-Malo va devenir la capitale des corsaires. Il faut quand même savoir qu'entre 1689 et 1713, Saint-Malo va armer 7000 navires. C'est énorme, c'est considérable. Mais c'est pas un hasard si Saint-Malo est devenu la capitale des corsaires, c'était le lieu idéal. D'abord parce que la ville était protégée par des remparts, et ça c'est plutôt pratique, parce que la course c'était quand même une activité à risque, hein. Des fois le bateau qui partait chasser des navires revenait pour chasser, donc c'était cool d'avoir un port d'attache protégé par des remparts. Et en plus depuis toujours, Saint-Malo c'était un vivier de marins, d'aventuriers, de navigateurs. Il y aura Surcouf, il y aura Duguay-Trouin, et donc des bateaux magnifiques dont des reconstitutions sont parvenues jusqu'à nous, comme ici derrière moi, avec l'étoile du roi, reconstitution fidèle d'un bateau nice du XVIIIe siècle. Il est magnifique, il a participé à plein de tournages, Napoléon, Ridley Scott, le comte de Monte Cristo. Et ce qui est cool, c'est quand il n'est pas en mer, on peut le visiter et on se retrouve plongé, immergé dans l'univers fascinant des corsaires au XVIIIe siècle. On monte à bord? Allez, suivez-moi. Privateering,
You know what this reminds me of? This reminds me of a ship in my country. I don't know if that ship is still there, but it was a ship just like this actually, and it always used to be in Bridgetown, my home city, which is also the capital. But it's like the downtown because my country is a super small island, so it's kind of like the city, right? But it was kind of like a pirate ship, or at least it was I think it was. I'm trying to remember. It's literally been a decade since I saw that thing. It was like a galleon or something, or was it a caravel? I think it was either a no, I think it was like a caravel. I'm trying to remember. It was I think it was a caravel, and it looked just like this. I point that out because you just unlocked the memory in my head. Alors, je profite d'un tournage, laissez-vous guider, avec mon ami Stéphane Bern, pour vous présenter le carré des officiers. On a une permission exceptionnelle grâce à toi. Normalement, cet endroit n'est pas accessible aux mousses. Ah ben non, on est mousse, on n'est pas officiers tous les deux. Mais il y a l'écrivain du bateau. Ah oui, parce que dans ce carré des officiers, c'est là où le capitaine mangeait. Et c'est là aussi où il recevait ses lieutenants, ses officiers pour discuter des missions et de la navigation. Mais c'est là aussi effectivement où il y avait l'écrivain du bord. Il consignait dans un carnet quoi, la route maritime, les missions, les choses comme ça, la logistique. On est pas mal. Stéphane, est-ce que tu sais que dans ce bateau, il y a eu quand même Joachim Phoenix? Ils ont tourné le Napoléon de Ridley Scott. Non. Ah si, c'est là. Ah, oui. Et aussi le Pierre Ninet. Et le comte de Monte Cristo. Super endroit, super décor. Quelle immersion dans le monde passionnant des corsaires au XVIIIe siècle. On va aller retrouver le cœur des marins maintenant. Ah oui, marin d'Iroise. Allez. Ah bah, il n'y a pas d'aventure maritime sans chant de marin. Buvons d'un coup, buvons en deux, à la santé des amoureux. Buvons d'un coup, buvons en deux. Please tell me this isn't copyrighted. Roi de France, mère pour le roi d'Angleterre qui nous a déclaré la guerre. Et Louis XIV, qui connaissait trop bien l'importance de sa cité corsaire, va alors décider de renforcer les défenses de la ville avec des forts construits sur des petits îlots autour du rocher de Saint-Malo, comme celui que vous avez derrière moi, le fort national. Mais il y en avait d'autres autour de Saint-Malo. Il y avait aussi le fort de la Conchée, du Petit Bé ou encore le fort Harbour. Mais celui-là, il est vraiment très sympa. Robert Surcouf, un des plus grands corsaires malouins. C'est à lui qu'on doit la chanson Le 31 du mois d'août. Ça, c'est le tube des chants de marins, vous savez. Au 31 du mois d'août, au 31 du mois d'août. Parce qu'en fait, ça raconte la prise du Kent, un navire anglais, par le côtre de Surcouf, qui était tout petit, alors que le Kent, c'était un énorme bateau avec 36 canons, au moins. Enfin voilà, c'était un exploit incroyable. Et Surcouf, il était aussi incroyable, un marin d'exception. Et c'est aussi à lui qu'on doit une des plus fameuses punchlines de l'histoire. Un jour qu'il discutait avec un Anglais, l'Anglais, il se fout de sa gueule en disant vous, messieurs les Français, vous vous battez pour l'argent, alors que nous nous battons pour l'honneur. » Et Surcouf lui a répondu « Okay, yeah, sure. It's true. I agree. I agree. Yeah, the French fought for honor a lot, but way too much did the French let their freaking honor cold. Like, I respect it, don't get me wrong, I respect it, but too many times, you know, like the Battle of Agincourt, or I think, was it no, that's the First Crusade. What the hell was that crusade battle? I forgot the name, but too many times where the French lost way too many battles that they should have won because they let their honor code get the best of them. Eh bah ouais, t'as raison mon pote, chacun se bat pour ce qu'il a pas. Nicopolis, the Battle of Nicopolis. That's where it, yes, just hit me.
Saint-Malo, à l'époque contemporaine, c'est la fin des corsaires. Eh oui, fini Surcouf, fini du Guet-Trouin, la course est interdite dans les années 1850. Du coup, le port de Saint-Malo va se reconcentrer sur la pêche à la morue en particulier, sur les bancs de Terre-Neuve vers le Canada, comme à l'époque de Jacques Cartier. Mais il y a une autre pêche qui va alors se développer à Saint-Malo, c'est la pêche aux touristes. Et oui, dans les années 1840 vont apparaître les premières stations balnéaires en Bretagne, et figurez-vous que Saint-Malo est peut-être la toute première. Et oui, enfin, ça s'est pas passé ici du côté de la plage du Sillon, à Paramé, mais plutôt du côté de Saint-Servant, sur la plage du Roset et des Bas-Sablons. I swear if this is copyright, I'm gonna cry, bro. If this is copyright, I'm physically going to cry. Mais pour moi, le symbole du développement touristique de Saint-Malo au 19e siècle, eh bien, c'est l'aménagement du cordon dunaire qui reliait le rocher de Saint-Malo à la terre, à marée basse, le Sillon, en une digue surélevée et permanente, avec notamment des brise-lames incroyables que vous avez ici, là, derrière moi. Eh bien, ces brise-lames sont en chaîne et certains d'entre eux sont plus... 100 years old, wow! Le symbole de cette plage du Sillon, une des plus belles plages de France, 3 km de long qui va jusqu'à Paramé. Et la... One of the most beautiful beaches in France, bro. This has nothing on the Caribbean, okay? Like, come on, bro. Like, guys, if you've ever seen a beach in the Caribbean, no, if you've ever seen a beach in Barbados, okay, I'm not even saying this because I'm from Barbados. Really and truly, I usually don't comment or bring up my country that much in my videos, but this is one of those times where, you know, I have to say these beaches are absolutely nothing. Like, the beaches in Barbados are... This is minuscule compared to what I grew up in Barbados. de Rochebonne. We even have a beach with pink sand on it. Interestingly enough. Bon, alors, excusez-moi, mais on ne peut pas parler du développement touristique de Saint-Malo sans évoquer, en face de Saint-Malo, la mythique Dinard. Dinard, qui pendant très longtemps a été la plus prestigieuse station balnéaire de France et qui encore aujourd'hui a un sacré cachet. En plus, c'est la ville de mon copain Julien Dagorneau. Et moi, ce qui me plaît à Dinard, c'est qu'on voit Saint-Malo. Saint-Malo aujourd'hui, c'est d'abord une épreuve terrible, la Deuxième Guerre mondiale, où en août 1944, la ville va disparaître sous un tapis de bombes américaines. 80% de la ville intramuros va être... Wow! Même si Saint-Malo va être reconstruite What de manière plutôt coquette. Bro. And that's the thing that people tend to freaking overlook about World War II as well, actually. Is that Occupy France kinda suffered not just from the Germans' occupation, but from the Allies too. A lot of French cities were getting bombed too, not as bad as the Germans, but I actually heard, I don't know how true this is, when the Allies were preparing for D-Day, actually, a lot of the French locals were helping the Germans build defenses because they didn't want France to freaking, like, they knew if the Allies landed in France, again, I don't know if this is true or not, but I just heard that
if the Allies had landed in France, they didn't want France to turn into a battlefield because it was kind of somewhat peaceful, and they didn't want to deal with American bombings. The American bombings was horrendous, right? So that's interesting. C'est plus tout à fait pareil. J'en veux pour preuve derrière moi la maison natale de Duguay-Trouin, un des plus grands marins de tous les temps. Eh bien, sa maison a été reconstruite dans un style un peu historicisant, mais elle n'était pas comme ça à l'époque. Regardez, on a des illustrations de la vraie maison d'origine de Duguay-Trouin. Regardez. Eh oui, c'était quand même un petit peu plus joli, mais quand même, Saint-Malo est magnifique aujourd'hui et elle a véritablement ressuscité grâce à un petit avantage, c'est que les remparts, eux, n'avaient pas été détruits. Donc on a pu reconstruire in situ à l'intérieur des remparts intramuros de la ville pour notre plus grand bonheur à tous. Regardez un peu tous les touristes qu'on a aujourd'hui. Bonjour, bonjour, bonjour. The people looking at That's funny. That's so funny. Saint-Malo aujourd'hui, c'est une ville qui a réussi à faire de son passé une force pour son avenir. Oui, même bombardée. En plus, les bombardements, ils étaient inutiles. Parce qu'en fait, les Américains, ils pensaient que dans Saint-Malo, intramuros, il y avait des milliers d'Allemands. Alors qu'en fait, il y en avait qu'une centaine. Bref, c'était inutile. Mais bon, la ville a été reconstruite et c'est magnifique. Et c'est pas un hasard si aujourd'hui, Saint-Malo fait partie des 10 sites touristiques préférés des Français. Le seul site au nord de la Oh, wow. C'est normal. Hein, Really? Les images parlent d'elles-mêmes. Saint-Malo, extraordinaire. C'est si romantique, Saint-Malo. En même temps, c'est normal, parce que c'est la patrie du papa du romantisme, François-René de Chateaubriand, né à Saint-Malo et enterré ici derrière moi. Why is he talking so face à Saint-Malo, mais surtout quietly? face à la mer. Alors, je fais pas trop de bruit, je chuchote, parce que s'il a été enterré là, c'est parce qu'il ne voulait entendre dans la mort que la mer et que le vent, et surtout pas les hommes. Alors, Oh, that's on le laisse. very respectful. Damn, what a place to be buried at. Overlooking the ocean, man. Very gorgeous place. I cannot lie. It's very nice. Extremely gorgeous, man. Although the ocean kind of looks meager, but Il n'y a pas moyen de passer à Saint-Malo sans faire un petit détour par les rochers sculptés de l'abbé Fourré. C'est hallucinant. Cet abbé, il a sculpté à la fin du 19e siècle près de 300 statues dans le granit, dans la pierre, à même la falaise, quoi, au bord de la mer. Et c'est magnifique, c'est extraordinaire. Et puis surtout, c'est un peu énigmatique, c'est ésotérique. Moi, je connaissais la vallée des Saints du côté de Carnouët, où il y a des grandes sculptures en granit, en pierre de Bretagne, qui représentent les grands saints de la Bretagne, les mythiques saints fondateurs de la Bretagne. Mais là, c'est un peu pareil, c'est mystérieux, et c'est vraiment cette originalité, cette particularité du christianisme breton qui est encore empreint de culture celte, druidique, où on croit dans les forces de la nature, dans les sources, dans les forêts, mais aussi donc dans la pierre, les menhirs. Ils ont une valeur particulière en Bretagne. Les rochers sculptés de l'abbé Fourré, incontournables. Bon, les pierres, ça creuse. Je vous laisse. Je vais faire un petit tour au Bénétin. On y mange très bien. Tiens, ça rime. Is that the end? Okay.
Well, another great French reaction. If you like what I have to say in my videos, if you like my reactions, if you have any more reactions on France like this one, comment down below. Eventually I will do it. I highly recommend you join my channel membership, where you'll get the utmost priority. Your suggestions will be done quicker, considering that I have a lot of things to do in my life. I have 2 jobs, I'm gonna be going to college soon, and you know, I have other people who want me to react to their stuff as well, you know, so I highly recommend you join my channel membership for that. If you want me to do reactions on some stuff a lot more fast that you think, I would definitely love, and you would definitely enjoy seeing my reaction to. Go check out my other France reactions on my channel, because at this point I have a lot. You know, thank you for watching. Turn on the bell notifications. I will link my channel membership in the descriptions below. And thank you to my members who are already my members. They can attest and vouch for what I'm saying. Okay, it was well worth the 99 cents a month. All right, and thank you for watching, and goodbye.